aujourd'hui, on va parler de lutte contre la précarité énergétique. Donc, avec Michel Pelin, qui est directeur à la Fédération Solia, c'est ça? Et avec Thomas Porte, qui est directeur des opérations à la CNL, donc la Confédération nationale du logement. Donc, on va aborder ce sujet sous l'angle de 4 questions. Et puis, suite à ces questions, on fera un tour de salle avec les questions-réponses. Et comme on est peu nombreux, ce sera l'occasion d'avoir des échanges plus riches et que vous ayez tous le temps de poser des questions ou d'intervenir. Voilà. Donc, on va commencer par notre première question. C'est qu'est-ce qu'on entend par précarité énergétique ? Donc aujourd'hui déjà, on considère qu'il y a 12 millions de personnes qui sont touchées par la précarité énergétique. Il y a un nombre de personnes qui ont été touchées par la précarité énergétique qui a augmenté de plus de 25% entre 2006 et 2013. Donc, de plus en plus de personnes peuvent être touchées par ce phénomène. En 2019, c'est 672 000 coupures d'énergie pour cause d'impayés, soit plus 22% en 2 ans. Je commence par le constat chiffré. Et puis, donc c'est 4,8 millions de passoires énergétiques, donc qui représentent 17% des résidences principales, dont 2 millions occupées par des ménages modestes. On considère que la précarité énergétique, pour faire simple, c'est la difficulté ou l'incapacité à se chauffer à un coût acceptable. Donc dans ce coût, c'est le chauffage, la production d'eau chaude et tout ce qui concerne la ventilation mécanique contrôlée. La précarité énergétique, c'est aussi quoi ? C'est pas seulement un inconfort lié au froid, c'est pas juste un inconfort thermique. C'est aussi la double peine, parce que c'est des moisissures, c'est de l'humidité, c'est une mauvaise qualité de l'air, c'est des atteintes à la santé physique, donc qui sont évidentes, et c'est aussi une atteinte à la santé psychique, puisque et même c'est son lien avec les autres, puisque quand notre logement... On va s'envoler. Quand notre logement est insalubre, avec des moisissures, avec une mauvaise qualité comme ça, où il fait froid, on télétravaille dans ce logement en plein hiver, c'est aussi les passoires thermiques, il ne faut pas oublier, c'est aussi le gros inconfort d'été. Donc quand on est en période de canicule, c'est aussi ça. Et donc du coup, c'est toutes ces choses-là qui représentent la précarité énergétique. La précarité énergétique aussi, c'est l'augmentation du coût de l'énergie. Là, je ne sais pas si vous avez vu, justement, c'est sorti aujourd'hui ou hier. Le tarif réglementé du gaz va prendre 8,7% d'augmentation en septembre. C'est qui fait déjà suite à plus 15% d'augmentation sur 3 ans. Les coûts du gaz étaient maintenus assez bas pendant un certain temps puisqu'il y avait l'effet d'aubaine du gaz de schiste. Mais ça y est, c'est en train de finir. Et le coût de l'électricité est en train d'augmenter également de manière continue. Et c'était pareil, on est sur le même ordre d'idée, du plus 15%. Et effectivement, c'est ce qu'on se disait avec Michel tout à l'heure. En plus, en France, pour l'instant, le coût de l'électricité est quand même maintenu à un coût assez bas par rapport à d'autres endroits, puisqu'il y a encore quand même quelques tarifs réglementés, pour le gaz, mais pour le gaz, ce sera fini en 2023. Donc l'ouverture à la concurrence, comme d'habitude, n'a pas permis d'atteindre des prix défiant toute concurrence. Donc, je vous laisse après, vous aussi, enchaîner sur qu'est-ce que la précarité énergétique. Michel, vas-y. Sinon, je peux te passer celui-là. Ça y est, je crois que ça marche là. Sur la précarité énergétique, elle vient d'être définie. C'est quelque chose, un ménage ne peut pas se chauffer de façon correcte dans un logement, soit en fonction de ses revenus qui sont insuffisants, soit en fonction de la maison qui est en mauvais état. Donc c'est l'un et l'autre. Ce que tu disais tout à l'heure, tu parlais de... Alors moi, ça dépend des critères. Il y a plusieurs critères pour retenir le nombre de ménages qui sont affectés par ça. En général, on considère qu'un ménage qui dépense plus de 10% de ses revenus pour se chauffer est en précarité énergétique. Là, ça nous fait 3,8 millions de ménages et ça fait à peu près 9 millions de personnes. Ensuite, on a une autre définition qui est un petit peu plus, un peu différente, qui lie à la fois le chauffage dans la maison et également les déplacements du ménage, c'est-à-dire tout simplement l'essence dans la voiture
tout ce qui est lié au déplacement. Et là, on a 15% de ménages les plus modestes qui sont affectés, et ça nous fait 5 millions de ménages. Donc 5 millions de ménages multipliés par 2,3, la taille moyenne de ménage, ça fait 12 millions de personnes, et je me rapproche de ton chiffre de tout à l'heure. Ce que tu as dit, c'est les conséquences qui sont très importantes, hein. C'est l'inconfort dans son logement, c'est les questions de santé, c'est des questions aussi de sécurité, parce que quand on se chauffe mal, on va prendre un poêle à pétrole, des choses comme ça, c'est monoxyde de carbone, donc c'est dangereux. Et puis, c'est les questions de santé, tu as insisté là-dessus, mais c'est tout à fait vrai. Quand on a un logement qui est mal chauffé, il y a des moisissures, on n'ose pas inviter ses collègues parce que le logement est en mauvais état, ça a des conséquences sociales. Voilà, c'est important. Alors la passoire thermique, ça c'était la préca. La passoire thermique, ça veut dire simplement c'est lié à la question du logement. C'est un DPE, un diagnostic de performance énergétique, qui est maintenant opposable, qui fait foi. C'est-à-dire que si c'est mal fait, vous avez le droit de râler et d'ester en justice, comme on dit. Et là, le DPE nous dit c'est tous les logements qui sont au-dessus de 330 kWh mètres carrés an, c'est les logements qu'on appelle F et G. Vous devez tous connaître ça aujourd'hui, c'est toutes les étiquettes. Et bien là, vous êtes en précarité énergétique. Aujourd'hui, en France, on a 4,8 millions de logements qui sont en précarité énergétique. Et ces logements, ces 4,8 millions, si je croise avec les revenus, pour les gens modestes, hein, les gens qui sont au seuil de pauvreté, c'est environ 2 millions de personnes qui sont modestes, qui habitent dans ces logements. Donc c'est vrai qu'ils vont cumuler des petits revenus et des logements en très mauvais état énergétique. Donc évidemment, ça pose un problème. Mais je vous ferai remarquer que sur les 4,8 millions dont j'ai parlé, il y en a 2 millions qui sont en difficulté financière, mais vous avez également 2,7 millions qui ne sont pas en difficulté financière. Mais il y a des gens tout simplement qui ont un peu plus d'argent, mais qui vivent quand même dans des passoires. D'accord ? Voilà par rapport à ça. Et sinon, globalement, puisque vous savez que le parc de logement français doit être porté à la neutralité carbone en 2050. Tout le parc. Le nombre de logements en France, résidence principale, c'est 30 millions de logements aujourd'hui. Vous avez 3 millions de logements qui sont A, B. Donc il m'en reste 27 millions. 27 millions, on est en 2021 et donc en 2050. Donc j'ai 29 ans pour rénover 27 millions de logements. Donc c'est un chantier gigantesque qui est devant nous et pour lequel, bien sûr, il faudra des fonds publics. Voilà, mais l'idée, c'était bien de poser les différentes choses pour discuter de la même chose. Voilà. Je te laisse la parole. Ah, pardon, excuse-moi. Tu veux que je parle de la précarité ? Je ne vais pas vous refaire la définition de la précarité, elle vient d'être énoncée. Et puis on s'entend sur le fait qu'il y ait 12 millions de précaires énergétiques en France. Juste, moi je suis directeur de la Confédération nationale du logement. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est une asso qui a été créée en 1916 par des femmes, historiquement, parce qu'après la guerre, leur mari était mort et elles n'avaient plus les moyens de payer le loyer. Elles s'étaient mobilisées pour un moratoire des loyers. Comme quoi les revendications déjà plus que centenaires sont toujours d'actualité. Je crois que vous avez évoqué dans vos deux interventions, aujourd'hui quand on est opposé à de la précarité énergétique, c'est parce qu'on a des logements qui sont aujourd'hui quasiment insalubres, indécents et qui se lient aussi à l'accès au gaz et à l'électricité, qui sont des secteurs qui ont été sortis des logiques de services publics pour être soumis à des questions de rentabilité avec un coût qui est quasiment inaccessible pour de très nombreuses familles. Et on voit des factures des fois d'électricité ou de gaz qui sont des fois plus importantes que le montant du loyer. Donc il y a un véritable enjeu là-dedans. Et je rebondis sur ce que tu viens de dire. L'ambition de rénover et de réhabiliter le parc, elle est absolument nécessaire, à la fois pour des questions évidemment environnementales, puisqu'il y a une émission de CO2 dans l'atmosphère qui est absolument faramineuse avec des passoires thermiques. Il y a des questions de coût, parce qu'aujourd'hui, les locataires ont des factures qui ne sont absolument pas acceptables. Et il y a une question de santé, parce qu'on les expose à la maladie. Ces gens-là sont malades. Mais il faudra une réponse politique publique à ces sujets-là. Et aujourd'hui, la politique qui est menée par Emmanuel Macron sur le sujet du logement, elle n'est pas à la hauteur des enjeux, puisqu'il n'y a pas le début d'un commencement de financement public. Moi, on peut évoquer par exemple ce qui s'est passé avec Action Logement. On a été puisé quand même dans les caisses d'Action Logement pour financer le budget de l'État. On a une disparition de l'aide à la pierre, c'est pas la rénovation thermique, mais on voit que tous les financements publics qui sont aujourd'hui à destination du logement, ils sont attaqués pour essayer d'en faire un modèle résiduel.
Donc je crois qu'aujourd'hui, il y a un véritable enjeu, puisque moi aussi j'ai noté quelques chiffres, mais qui m'ont marqué. Au cours de l'hiver 2019, il y a 14% des Français qui ont quand même dit avoir froid dans leur logement. Donc c'est un véritable sujet, et on reviendra certainement tout à l'heure sur la loi climat-résilience, qui est là aussi une opération de communication et qui n'est pas à la hauteur des chantiers qu'il y a face à nous. Parce que vous avez évoqué la question du DPE, effectivement aujourd'hui il sera opposable par le locataire, mais la démarche elle est à la charge du locataire. C'est-à-dire qu'il doit demander un nouveau DPE, c'est lui qui doit faire la démarche. Et vous savez que sur un marché du logement qui est extrêmement tendu, où c'est très compliqué, enfin moi j'habite en région parisienne, donc c'est encore plus compliqué, certainement, vous avez du mal à vous lancer dans des procédures contre votre propriétaire, parce que vous savez qu'après, derrière les relations qu'il y a, elles sont délétères, et souvent vous avez tendance à accepter un logement qui n'est pas conforme à la légalité, parce que avoir un toit c'est compliqué, alors que pour nous on considère qu'avoir un toit c'est un droit. Donc il faudra des réponses politiques publiques. Et je termine juste là-dessus pour pas être long. C'est que si on veut, par exemple sur le DPE, c'est bien qu'il soit remis à niveau, qu'il y ait des nouveaux critères et qu'il soit opposable. Mais il faut accompagner, il ne faut pas que ce soit de la responsabilité du locataire. C'est comme ce qu'on a vu avec l'encadrement des loyers. Si vous voulez aller dénoncer le fait que votre loyer n'est pas encadré en région parisienne, il faut se saisir du dispositif, engager une action. Donc c'est très compliqué derrière. Donc tout ça, il faut que qu'il y ait des moyens, des fonds publics qui permettent d'accompagner ces changements, mais que ce ne soit pas la responsabilité du locataire. Il faut imposer une politique publique qui prenne en charge notamment la rénovation thermique et la rénovation énergétique, qui sont des éléments majeurs à la fois d'économie, de santé et d'écologie. Du coup, justement, en fait, ça introduit bien la question d'après, mais j'avais juste un dernier élément qui permettait d'illustrer vraiment la situation du patrimoine en France. La moyenne nationale au niveau classement énergétique, on est catégorie E. Catégorie E, c'est quoi? C'est entre 231 et 330 kWh par mètre carré par an. Ça représente quoi au niveau argent? Pour un logement de 100 mètres carrés par an en chauffage, ça représente entre 1 151 € et 1 650 €. Pour information, un logement qui est classé en A ou en B, donc on considère un bâtiment basse consommation, et donc ça représente moins de 500 € par an. Donc voilà, c'est pour donner une idée des chiffres, de quoi on parle, et de l'état du parc aussi chez nous. Donc effectivement, ce que j'avais proposé aussi comme question, la deuxième question, c'était quels étaient les impacts de la loi qui viennent d'être prises climat, puisque justement, effectivement, le gouvernement se targue de donner des solutions à la précarité énergétique et de remédier à la précarité énergétique avec cette loi et avec le plan de relance de 100 milliards. On va en rediscuter, mais déjà, tu avais amorcé aussi le sujet, et voilà. Ce ne sont pas les mêmes seuils. Le délai, le rythme ne va pas assez vite, mais vous en reparlerez. C'est aussi une question de financement. Le financement en fait, de ces rénovations énergétiques très ambitieuses, par exemple le plan de 100 milliards, de relance de 100 milliards. Juste pour information, sur ces 100 milliards, il y a 7 milliards qui sont consacrés à la rénovation énergétique. On se dit, chouette, c'est pas mal. Mais déjà, ça ne correspondrait pas du tout aux enjeux. Mais sur ces 7 milliards, il faut savoir qu'en fait, il y a 4 milliards qui sont consacrés aux bâtiments publics. Donc, ce n'est pas du logement. C'est bien, hein, mais ce n'est pas du logement. Quelle est la part pour les logements sociaux, pour l'aide à la rénovation énergétique? C'est 500 millions d'euros. C'est rien du tout vis-à-vis des enjeux. Enfin, c'est quand même complètement insuffisant. Il y a 200 millions pour les très petites entreprises et la relance du bâtiment. Et il y a 2 milliards d'euros pour le parc privé via le mécanisme qui s'appelle MaPrimeRénov'. Donc du coup, juste au niveau des budgets, mais je pense que Michel sera plus précis aussi sur ça, et puis aussi Thomas, c'est que ça ne correspond pas du tout, l'argent qui est mis, aux besoins et aux ambitions même qui sont affichées du bâtiment décarboné pour 2050. Donc voilà, c'est déjà une première. Merci. Alors, c'est vrai que la loi climat et résilience vient d'être promulguée, puisqu'elle est passée au Conseil constitutionnel, et là elle vient de sortir. Et après, à partir du mois de septembre, il y aura tous les décrets d'application. Moi j'ai noté quelques points qui peuvent être intéressants tout de même et qui peuvent faire levier. Et on va en discuter. C'est l'interdiction de louer les passoires énergétiques. Là, vous avez quelque chose qui va crescendo, c'est-à-dire que l'interdiction des passoires commence en 2025 pour les logements les plus dégradés, c'est les G. Après 2028 pour les F,
Là, je suis au total à 1,5 million logements. Et ensuite, en 2034, pour les E, et ça fait 1,9 million logements. Il faut voir que ça concerne 3,58 millions logements. Et là, vous avez à peu près 8 millions de ménages qui vivent aujourd'hui dans des logements qui, normalement, vont être interdits à la location. Donc, c'est quelque chose d'énorme. Mais je vais voir tout à l'heure que les leviers pour mettre en œuvre ça sont quand même un tout petit peu compliqués. C'est-à-dire que ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Alors, au niveau des leviers, le DPE, dont on a parlé tout à l'heure, sera obligatoirement affiché. C'est-à-dire, si vous êtes propriétaire bailleur ou locataire, normalement, le logement que vous louez, vous devrez voir et avoir connaissance de la classe. D'accord ? Donc, ça sera plus F ou G prochainement. Et sinon, il y aura des possibilités de recours. Les DPE, surtout, seront transmis pour les gens qui sont APL à la CAF ou à la MSA. Ça permet, si vous voulez, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un peu technique, hein, je suis un peu désolé. Ça veut dire simplement que vous êtes dans un logement qui n'est pas décent, qui ne présente pas l'étiquette convenable. Vous pouvez demander à la CAF d'agir. Vous avez quelqu'un qui va venir faire un diagnostic. Si votre logement est effectivement pas en bon état, eh bien, l'APL qui vous est versée sera consignée par l'État. C'est-à-dire qu'elle ne sera plus versée au propriétaire bailleur et vous n'avez plus qu'à verser le résiduel. Ça dure 18 mois. Et si au bout de 18 mois, le propriétaire bailleur n'a pas fait les travaux, il doit vous reloger ailleurs dans un logement correct. Il y a un peu de vent. Donc ça, c'est un des outils. Alors après, pour ceux qui ne sont pas bénéficiaires des APL, c'est-à-dire vous avez à peu près en France aujourd'hui 13 millions de locataires. Il y en a 6 millions qui sont APL. Les 7 millions autres ne sont pas APL. Eux, s'ils vivent dans un logement qui n'est pas de la bonne classe, ils peuvent faire une conciliation avec le propriétaire bailleur ou se retourner contre le juge. Mais effectivement, c'est un petit peu compliqué. Il y a très peu de gens qui entreprennent ces démarches. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des obligations relativement fortes, mais qu'après, pour les mettre en œuvre, ça sera quand même assez compliqué. Ça veut dire qu'il y a des gens qui vont continuer à vivre effectivement dans des logements qui ne seront pas en bonne classe. C'est évident. Hein. C'est évident. C'est d'ailleurs le cas aujourd'hui, hein, parce qu'aujourd'hui, vous avez un décret d'essence. Les logements doivent respecter toute une série de choses. Ça n'empêche pas en France d'avoir 600 000 logements indignes. C'est-à-dire qu'ils sont mauvais et dangereux pour la santé. Ensuite, ce que vous avez dans cette loi, c'est l'accompagnement des ménages pour les travaux. C'est vrai que ça va se développer et que normalement, mais ça sera a priori en 2023 et pas en 2022, ça devait être en 2022, mais c'est repoussé. Et normalement, il y avait un accompagnement gratuit normalement pour les 3 premiers déciles. Après, pour les autres, c'est payant. Donc pour les gens qui sont au seuil de pauvreté, on va dire. Mais ça, c'est pas fait aujourd'hui, hein, puisque ça a été reporté. Au niveau du reste à charge, ce qui est important quand vous faites des travaux, c'est ce que vous devez payer à la fin. C'est-à-dire qu'il y a des subventions, il y a différentes aides des collectivités locales, de l'État, l'Agence nationale d'amélioration de l'habitat, etc. La MPR dont tu as parlé tout à l'heure, MaPrimeRénov' dont on parle beaucoup. Normalement, le reste à charge, il est prévu qu'il soit diminué pour les gens qui ont peu de revenus. C'est-à-dire qu'actuellement, il y a des travaux qui ont été faits en début d'année par la Caisse des dépôts et consignations. Et l'idée, c'est d'avoir un reste à charge vraiment petit pour les gens qui ont très peu de revenus. Ceci dit, ce n'est pas fait. Ça a été reporté aussi en 2023. Et puis la rénovation, il y a tout un débat sur la rénovation performante pour A, B. Il y a tout un débat là-dessus. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qui va être considéré comme performant, c'est AB, c'est-à-dire c'est 80 kWh, mètre carré, an, etc. Mais ça pourrait être C aussi. C, ça va être quand les gens sortent des passoires ou qui ont différentes directives. Donc si vous voulez, ça a été un peu atténué. Ça sera moins exigeant que ça n'aurait dû l'être. Voilà un petit peu. Après, ça requiert ça, effectivement, pour nous, des accompagnateurs qui soient neutres et pas des industriels qui accompagnent les ménages. C'est compliqué, là, hein, quand même. C'est aussi un engagement des banques, parce que les banques ne vont pas avec les ménages qui ont des petits revenus, et souvent il y a des travaux quand même à financer, donc ça c'est un vrai souci. Et ensuite, ce qu'on disait, c'est qu'il faudra des sous. Tout à l'heure j'en parlerai, mais il faut beaucoup de sous pour faire tout ça. Et ensuite, il y a quand même un souci, c'est les gens qui vivent dans le parc privé locatif. Ça, c'est le vrai problème. Vous avez 7 millions de locataires dans le parc privé, dont 1 million à peu près qui sont en précarité énergétique. Et pour eux, c'est compliqué parce que le propriétaire bailleur n'a pas intérêt à faire les travaux,
puisque c'est le locataire qui paye les factures de chauffage. Donc là, il y a un souci, et c'est vrai qu'il n'y a pas d'outil, il n'y a pas de levier vraiment là-dessus, sauf les interdictions dont j'ai parlé tout à l'heure, progressives, qui ne seront pas forcément appliquées. Je ne vais pas vous surprendre si je vous dis que cette loi, elle est pas, je l'ai dit tout à l'heure, elle n'est pas, pas à la hauteur, parce qu'il y a, effectivement, si dedans il y a des choses, notamment sur le fait de retirer certains logements quand ils seront considérés comme passoires, vous avez évoqué G, F et E à une certaine échéance du marché. Nous, à la CNL, on considérait qu'il fallait les retirer immédiatement, parce que quand on inscrit des objectifs lointains, on sait sur quoi ça amène, on a des exemples sur d'autres sujets. Et je vais faire un focus, vous avez évoqué la question effectivement des locataires qui sont dans le parc privé. C'est où là, parce que quand on a des bailleurs publics, là, on peut avoir une politique publique à destination des bailleurs pour imposer les rénovations, pour imposer avec du financement public qui est des rénovations, et là, c'est un levier politique réel. Après, sur la question des locataires dans le parc privé, c'est un véritable souci, parce que je l'ai dit tout à l'heure, il faudra engager des procédures ou des actions contre son propriétaire, donc tendre les tensions entre les deux dans un milieu qui est particulièrement contraint et restreint aujourd'hui en France. Mais il y a aussi, nous on avait mis une proposition sur la table, la CNL, alors elle est extrêmement radicale, donc je pense qu'elle peut parfois choquer, mais nous on avait considéré qu'à partir du moment où un propriétaire privé ne fait pas les travaux nécessaires et met en danger à la fois le locataire et à la fois l'avenir de la planète, on consigne ses loyers sur un compte qui est placé à la Caisse des dépôts et consignations pour imposer après de faire des rénovations. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas accepter que dans ce pays, il y ait des locataires qui soient soumis aux desiderata d'un propriétaire privé et qui exposent la santé à la fois de cette personne, des gens qui vivent autour et qui saccagent la planète. Et cette loi, elle ne répond pas aux enjeux parce qu'elle ne fixe pas vraiment de cadre de contrainte. En fait, c'est ça la véritable problématique. C'est-à-dire que comme sur tous les sujets sur lesquels on est confronté et où on va se heurter à des lobbies, parce que je vous rappelle que quand les propositions sont arrivées sur la table de la Convention citoyenne, et que celle-ci, y compris le retrait par exemple des logements G, F et E dans un horizon proche, le MEDEF était déjà monté au créneau en disant attention, 2034 c'est déjà demain, on n'aura pas les moyens de le faire, donc il faut faire attention. Donc il faut avoir des outils de coercition. Il n'est pas, bien entendu, interdit qu'il y ait des propriétaires qui soient de bonne volonté, mais qui n'aient pas les moyens de faire les travaux. Ça existe aussi. Tous les propriétaires ne sont pas des gens malhonnêtes. Mais il faut à la fois avoir un volet de financement qui les accompagne, il faut avoir des outils fléchés, parce qu'aujourd'hui, même si on a mis MaPrimeRénov', quand vous voulez faire des travaux de rénovation, c'est quand même, parmi tous les dispositifs, il y a quand même une complexité pour s'y retrouver. Vous avez des gens qui ne sont pas forcément très au fait de ces différents dispositifs, des différents supports, des financements qu'il faut solliciter, comment, pourquoi, par quel service. Donc il y a un véritable méandre administratif des fois qui ne permet pas ça. Donc cette loi, voilà, mais comme l'ensemble de la Convention citoyenne, j'ai envie de dire, elle est dans une logique aujourd'hui qui est celle d'annonce et d'opération de communication, où on propose des choses qui peuvent être intéressantes, mais on ne met pas les outils pour les mettre en application. Donc c'est véritablement problématique, et je crois qu'on aura quand même besoin d'avoir une autre politique publique du logement. Je déborde un peu, mais c'est quand même un sujet qui aujourd'hui, on a quand même 3 millions de personnes qui sont en attente d'un logement, on a 300 000 personnes à la rue, on n'a pas de construction de logements à hauteur de ce qui devrait être, parce que c'est en stand-by, on a des maires qui ne respectent pas la loi SRU, enfin voilà, il y a des véritables sujets, et la politique publique du logement, je crois que c'est un des sujets qui devrait être au cœur des prochaines élections, parce que c'est une question éminemment politique. Du coup, ce que tu viens de dire, ça fait écho à la conférence qui avait lieu hier, justement, sur le mal logement, la production, enfin voilà, et de cesser avec la spéculation, mais c'est évidemment lié. Mais donc nous, ce qu'on constate aussi à la France Insoumise, effectivement, c'est que la loi qui vient d'être prise, même s'il y a des choses qui sont vraiment louables, sur lesquelles on est d'accord sur le fait de mettre fin à la précarité énergétique, évidemment, sur les objectifs, on est d'accord. Par contre, pas sur les moyens, effectivement, pas assez d'argent, pas assez de contrôle, pas assez de sanctions. Mais n'empêche qu'on peut quand même faire des trucs, et là c'est la troisième question qu'on se posait, c'était là aujourd'hui concrètement, quels sont mes moyens maintenant pour lutter contre la précarité énergétique, et quels sont mes moyens d'action, quoi. Qu'est-ce que je peux faire maintenant et tout. Et donc du coup, effectivement, il y a déjà tout un travail à faire sur identifier les acteurs. Et ça, par exemple, c'est un travail que la France Insoumise peut faire. L'équipe logement dont je fais partie, pour laquelle je suis la co-animatrice,
on essaye en fait de monter des caravanes logement, droit du logement, où une des premières choses à faire quand on est un collectif insoumis, c'est d'identifier le réseau. Qui sont les associations, qui sont les relais autour de moi, parce qu'en fait, il y a tout un tas de différents dispositifs. Il y a le SLIM, alors c'est le service local d'intervention pour la maîtrise de l'énergie, qui est géré par les collectivités locales. Mais du coup, il y a tout un tas de différentes choses qui s'empilent avec des aides, avec de l'argent à aller chercher, des façons de faire. Donc, un de nos rôles politiquement, c'est justement de commencer à créer cette identification des acteurs et aussi de commencer à créer et de mobiliser pour du collectif. Je pense que peut-être tu vas en parler, mais l'année prochaine, il y a les élections notamment des représentants des locataires dans le logement social. C'est une occasion de s'emparer de ce sujet, la précarité énergétique, notamment dans le logement social, et pour mobiliser, créer des collectifs. C'est concret, ça parle. Là, l'hiver arrive, même là, la précarité énergétique, je disais tout à l'heure avec les passoires thermiques, c'est les canicules, c'est vivre l'inconfort d'été. C'est horrible d'être dans un logement mal isolé en plein été aussi. Enfin, voilà. Et donc, du coup, ce qui est important là vraiment, c'est aussi de se dire, j'identifie les acteurs, quels leviers d'action, et donc ils vont en parler, ils vont détailler déjà, il y a des leviers qui existent. Il y a des choses, il y a de l'argent à aller chercher, il y a des combats à mener, quoi. Même maintenant. Et surtout aussi, c'est justement de créer ce collectif, cette dynamique, parce que dans le logement, vous le savez, que ce soit dans le logement social où pourtant ça pourrait être plus facile, parce qu'il y a un seul bailleur identifié, enfin voilà, et justement, il y a des choses, ça dépend de politique publique. Voilà, c'est difficile. Et je ne parle même pas du parc privé où là c'est encore plus difficile parce qu'il y a beaucoup de propriétaires occupants qu'on veut culpabiliser mais qui sont pauvres aussi, et qui se retrouvent aussi dans des passoires thermiques, qui n'arrivent pas à rénover, qui se retrouvent avec leurs petits boulets de prêts, d'impayés, et qui sont aussi dans un mal-être et un mal logement, avec toute la honte qui va avec. Justement, c'est se mobiliser pour créer ce collectif petit à petit. Donc ça peut être des caravanes, ça peut être juste donner des informations, être capable d'être le relais justement local pour identifier les acteurs. Donc voilà, c'est plusieurs pistes qu'on peut faire maintenant. Et par exemple, il y a aussi un collectif qui s'appelle Alliance Citoyenne, qui est très mobilisé, par exemple, dans le 93, sur justement comment les locataires peuvent s'approprier et défendre leurs droits, aller chercher. Parce que quand on est tout seul, pour vraiment avoir accès à une sécurité énergétique, c'est vraiment très difficile, on se sent tout seul et on se sent démuni complètement. Merci. Alors nous, moi je représente le réseau associatif Solia, Solidaire pour l'habitat. Donc en fait, on a 130 structures, il y en a dans tous les départements de France, et on a 3000 salariés qui travaillent sur ce type de problématique. Et leur travail, c'est d'accompagner les ménages. C'est accompagner soit les propriétaires occupants, soit les propriétaires bailleurs, pour leur permettre d'améliorer les logements. C'est d'ailleurs pas que la rénovation énergétique, entre parenthèses, c'est aussi l'habitat indigne, c'est l'adaptation des logements pour les personnes âgées, puisque effectivement, il faut qu'ils puissent rester chez eux le plus longtemps possible. Alors, on accompagne à peu près 172 000 ménages par an, donc c'est quand même assez important, et on gère aujourd'hui 32 000 logements. Alors, pour ce que tu disais, c'est-à-dire que l'idée, je suis d'accord, c'est très compliqué parce que déjà, il faut prioriser quels travaux faire. Ensuite, il faut trouver tous les bons financements. Et notre travail à nous, c'est d'avoir à la fois des techniciens et des travailleurs sociaux qui vont guider les ménages et qui vont tout faire à leur côté. Donc on va faire un diagnostic, on va prioriser les travaux, on va chercher l'argent. L'argent, vous en avez au niveau de l'État, mais pas que. C'est-à-dire que vous avez beaucoup de collectivités locales qui apportent de l'argent, les EPCI, les départements, les régions. Donc il faut faire un assemblage de ces financements, trouver les bons artisans, les bonnes entreprises, c'est pas facile non plus, et ensuite faire en sorte que le chantier soit mené à terme et que vous ayez tout l'argent qui a été prévu. Alors, là, il y a deux politiques actuellement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a soit une approche globale du logement. Nous, évidemment, c'est ce qu'on préfère, parce qu'on peut avoir un programme de travaux qui est cohérent. Ça vous évite, par exemple, de changer la pompe à chaleur en ayant oublié l'isolation des combles, ou les isolations par l'extérieur, ou la ventilation, comme tu disais tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est mieux, si on veut avoir des objectifs un peu forts, de faire une rénovation globale des logements. Voilà. Et nous, on va essayer de sécuriser le ménage du début à la fin.
en minimisant son reste à charge. Nous, notre objectif, c'est de faire en sorte que les ménages les plus modestes payent le moins possible. C'est ça l'objectif. Voilà. Il y a peut-être des freins là quand même que j'avais notés. C'était souvent l'âge des ménages. Il faut savoir que les gens qui vivent dans les passoires thermiques dont on a parlé tout à l'heure sont souvent âgés. Donc ils ne sont pas forcément enclins à lancer un gros chantier chez eux. Voilà, ça c'est un petit souci. Et après, un des soucis qu'il y aura, je pense, si on veut se lancer dans des travaux très importants, c'est tout simplement l'appareil de production. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous cherchez un artisan, ce n'est pas toujours facile. Des fois, les délais de travaux sont assez longs. Enfin, moi, je vois dans la région, des fois, c'est assez long. Donc là, c'est un souci, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez. Il faut développer l'appareil de production bâtiment, tout simplement, plus d'artisans et plus d'entreprises peut-être à ce niveau-là, et les former pour faire des travaux de plus grande qualité. Voilà ce que je pouvais dire là-dessus. Je vais faire un peu de pub parce que je te remercie d'avoir parlé des élections des locataires qui vont se dérouler en 2022. Effectivement, c'est un moment important puisque c'est aussi, tu parlais de collectif et de démocratie citoyenne. Ça nous permet, après, la CNL est la première organisation à ces élections. On a eu 605 élus en 2018 aux sorties des urnes, un peu moins aujourd'hui parce que la loi Elan, qui est venue fragiliser le logement social et a obligé des bailleurs de moindre importance à se regrouper, donc elle a fait baisser le nombre d'élus dans les conseils d'administration. Mais c'est aussi en ayant des élus qui portent les revendications au sein des conseils d'administration, les revendications des locataires, qu'on peut faire bouger les choses. Et on voit aujourd'hui que cette lutte contre la précarité, la rénovation et la réhabilitation, y compris dans le parc social, elle est difficile. Je l'ai évoqué un peu tout à l'heure, mais on a quand même une baisse du financement des bailleurs et des ponctions qui sont très lourdes. Il y a des choses qui sont un peu techniques, mais nous on a dénoncé ce qu'on appelle la RLS, qui est réduction loyer solidarité. En réalité, c'est pour compenser la baisse des APL. Mais si vous voulez, le loyer il baisse. Pour le locataire, c'est transparent, mais par contre, on va piquer dans les poches du bailleur, donc ça fait des revenus en moins. Et nous, on est contre aussi ce qu'on appelle dans le jargon la troisième ligne. C'est-à-dire quand il y a des réhabilitations qui sont réalisées, il y a une partie de celles-ci qui sont facturées sur la quittance de loyer et qui sont à la charge du locataire. Alors que depuis des années, le locataire, il paye déjà des factures astronomiques parce que le logement est pourri. Et là, on va lui refacturer en plus les travaux. Et souvent, ces travaux, ils sont faits sur une étude d'impact en amont, en disant ça, on va économiser tant. Nous, ce qu'on demande, par exemple, c'est que ça soit fait sur, d'abord, qu'il y ait une période de chauffe réelle, été et hiver, pour voir ce que c'est les économies réelles, et après se baser là-dessus. Parce qu'on est aussi confronté au lobby des cabinets qui font ces études-là, et on n'est pas tout à fait en adéquation avec des fois ce qu'ils nous proposent. Mais après, effectivement, il y a différents leviers. Je l'ai dit tout à l'heure, j'ai parlé du fait qu'il fallait provisionner les loyers, par exemple, sur la Caisse des dépôts pour imposer ça. Nous, on préconise aussi, par exemple, de donner au préfet et au maire le pouvoir de prendre un arrêt de péril imminent quand il y a des locations qui sont mises dans des conditions insalubres, qui sont des passoires thermiques, qui mettent en danger tout le monde. Donc il faut donner du pouvoir aussi aux élus locaux pour pouvoir intervenir en proximité là-dessus. Mais je crois que la véritable solution, elle passe par une politique publique, et je le redis parce que c'est véritablement ça l'enjeu, c'est avoir des orientations gouvernementales et une politique du logement. J'ai encore rencontré Emmanuel Vargon cette semaine pour évoquer différents sujets. On est loin d'avoir un gouvernement qui ambitionne de faire du logement social, alors que quasiment 80% des personnes de ce pays peuvent accéder au logement social. Et ce n'est pas une priorité aujourd'hui. On est en train d'en faire, on veut en faire, en fait ils veulent le transformer en espèce de système résiduel qui serait vraiment pour les très très pauvres, et je mets des gros guillemets pour ne stigmatiser personne, mais c'est sur ça qu'on se destine aujourd'hui, avec toutes les conséquences qu'on connaît derrière. Donc il faudra avoir des choix forts pour engager ces politiques de réhabilitation et de rénovation, qui en plus, vous le savez, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais ça crée aussi des millions d'emplois derrière. Et je suis entièrement d'accord, il faut qu'on ait un appareil productif et industriel qui soit en capacité de répondre à la demande qui va être aujourd'hui énorme. Parce qu'on a parlé des réhabilitations, évidemment des bâtiments publics, et c'est une priorité, et celle des logements, mais ça va demander des milliers et des milliers d'artisans qu'on n'a pas toujours sous la main, qu'il va falloir former, des entreprises sur le territoire qu'il va falloir qu'elles se créent. Donc tout ça, c'est pour ça que c'est une politique publique nationale de planification pour échelonner dans le temps et rapidement les objectifs qu'on se fixe, comment on les construit et quels moyens on met en disposition.
Parce qu'on peut dire tous les jours qu'il faut rénover des bâtiments, que c'est très important, et tout le monde, y compris le président, le pense. Mais si derrière, les appels à faire, ils ne sont pas suivis par le développement d'un outil industriel, par des moyens publics, par des aides, et Solia fait un travail très important pour aiguiller les personnes qui veulent faire des travaux, si on n'a pas les moyens pour accompagner ces gens-là sur le changement, et si l'État ne donne pas des orientations très fortes avec des décisions concrètes, ça sera un peu des appels en l'air. Et je termine là-dessus. Vous l'avez tous lu, on a quand même le rapport du GIEC qui nous dit qu'aujourd'hui, l'urgence climatique, elle est absolue. Et un des premiers émetteurs quand même d'émissions de gaz à effet de serre et de carbone, c'est le fait que les logements soient pourris et tout ce que ça dégage dans l'air. Donc on n'a plus le temps aujourd'hui d'avoir des effets d'annonce. Il faut commencer dès aujourd'hui à dégager du financement public, à former aux nouveaux métiers de rénovation et de réhabilitation du parc privé et du parc public pour engager cette politique qui est nécessaire, qui est utile et qui va sauver à la fois la planète et qui sauvera des milliers de vies, parce qu'on a des gens qui meurent aujourd'hui d'être dans ces passoires thermiques et qui sont empoisonnés tout au long de leur vie parce qu'elles subissent des conditions de chauffage qui sont absolument dégueulasses, par exemple. Et donc justement, tu as déjà amorcé, c'est ça, non mais c'est parfait, tu fais parfait enchaînement. Justement, c'est comment aller plus loin maintenant, qu'est-ce qu'on peut proposer, qu'on peut porter, notamment, donc du coup, effectivement, c'est 43% de la consommation d'énergie qui est liée au bâtiment et 25% des émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est un truc important. Enfin, voilà, il y a un vrai levier et climatique. Enfin, du coup, je laisserai Michel après redétailler, et je te laisserai intervenir. Mais du coup, il y a plusieurs leviers qui sont portés par la France Insoumise, qui ont été portés notamment justement au moment de la loi climat et des débats qu'il y a pu y avoir. Donc c'est effectivement de défendre l'obligation de rénovation globale. C'est-à-dire, on ne touche pas juste parce que si on touche juste à un petit bout, en général, ça ne marche pas, ça va coûter plus cher et ça va prendre plus de temps. Donc voilà, donc c'est aussi d'avoir un guichet soit unique, soit généraliste, mais en tout cas justement qu'au milieu de cette jungle et de cette multiplicité des acteurs, on arrive à avoir pour la personne qui en a besoin une identification claire et nette et un aiguillage clair et net des aides dont elle dispose. Enfin voilà. C'est aussi l'interdiction des locations passoires thermiques, mais t'en parlais tout à l'heure. Nous, on défend aussi la même chose que la CNL, c'est qu'il faut que ce soit tout de suite. Et non, mais que ce soit c'est que 2028 et par contre que ce soit E, F et G 2028, mais pas 2034, qui est déjà repoussé dans la tête de tout le monde à 2050. Enfin voilà, qu'il y a une urgence et c'est maintenant quoi. Du coup, il y a un plan de rénovation et qui est bien décrit aussi dans le livret qui existe déjà depuis 2017 de rénovation des logements et en fait qui va être complété là dans le prochain programme avec le permis de louer et la systématisation du permis de louer avec un plan de lutte contre le logement indigne parce qu'effectivement ça va ensemble. Et l'avantage du permis de louer, parce qu'on en parlait pas mal, ce qui manque beaucoup, c'est un contrôle et de la sanction et ça fait peser tout le temps la responsabilité sur le locataire ou la personne isolée toute seule. Je parlais des propriétaires tout à l'heure, ça fait vraiment peser toute la responsabilité de l'amélioration du bâti à quelqu'un ou à quelques personnes. Donc là, c'est important qu'on se réapproprie le collectif. Et l'avantage du permis de louer, alors je ne sais pas si vous en avez entendu parler, le permis de louer, c'est de délivrer à chaque nouvelle remise en location. C'est plutôt dans les zones tendues que ça s'applique. Je crois qu'il y a quelques villes parisiennes qui le mettent en place. Mais il y a d'autres endroits où ils l'ont mis en place. C'est d'accorder, donc, de contrôler avant de remettre en location le logement, de s'assurer qu'il remplisse tous les critères de décence. Et dans les critères de décence, il y a le critère de passoire énergétique maintenant, de décence énergétique. Mais le critère de décence énergétique, on l'a vu tout à l'heure, il pourrait être plus exigeant. Et donc, du coup, ce permis de louer, ça permet donc de mettre en place une espèce de police du logement qui permet de contrôler, d'avoir une idée du parc, de savoir comment c'est fait, et aussi d'orienter finalement vers les solutions qui peuvent être apportées, et les politiques publiques qui peuvent être mises en place, et de vraiment mener une politique active de lutte contre le logement indigne. Nous aussi, on est sur l'obligation de 0 reste à charge pour les ménages les plus démunis, et qui a un maximum de 10%, sinon on reste à charge. C'est d'atteindre des performances réelles et pas juste théoriques. Parce que souvent, quand on parle de performance énergétique, quand on fait des rénovations, on va atteindre les performances théoriques, mais les usages, la vie des gens font que les équipements qu'on a pu mettre, qui peuvent être parfois très compliqués à utiliser,
font que on n'atteint pas les performances énergétiques. Ça peut être lié aussi à la suroccupation du logement, qui est un gros problème aussi. Donc ça, c'est aussi un gros travail sur lequel il faut arriver. Et puis, il y a toute une partie, mais là, je vais laisser Michel en parler, puisque en fait, c'est aussi sur la rénovation. C'est qu'est-ce qu'on entend par rénovation. C'est donc, il y a tout le travail sur l'enveloppe à faire. Il y a le travail sur les systèmes de production à réaliser. Quand on fait une rénovation et qu'on veut donc les systèmes de production, c'est quel chauffage on choisit, enfin, est-ce que c'est l'électricité, le gaz, un mix énergétique, est-ce que ça passe par la ville, enfin voilà, c'est des sujets très importants, la géothermie. Et puis donc il y a ça, et puis sur l'enveloppe il y a aussi donc toute la partie justement comment on construit, mais ça je vais laisser Michel intervenir, et il y a aussi toute la question des usages, et ça j'en ai déjà parlé. Donc Michel, je te passe le micro sur l'aspect boîte air paille. Je me mets ici ou... Ouais, vas-y. Je prends une chaise 2 secondes et... En quelques mots, c'est parce qu'il y a un texte de loi qui va être produit par la France Insoumise sur évidemment les questions d'isolation thermique, sur la question de la construction des bâtiments, avec une réflexion aussi du changement de la matrice productive. En gros, tout ce qu'on écoute, moi je suis passionné par tout ce que j'entends, et ce qu'il faut, ce qui est pour moi extrêmement important, c'est de lier les combats sociaux, les combats de précarité énergétique, les combats environnementaux et les combats des salariés et des travailleurs détachés du bâtiment. Je dis les deux. Et c'est tous ces combats, aujourd'hui il y a des cimenteries qui sont délocalisées, et c'est tous ces combats qu'il faut mener ensemble. En 2 mots, moi ce qui me concerne aussi, c'est le changement de la matrice productive du bâtiment. On a 700 000 logements par an à isoler dans le programme de la France Insoumise. Si on les isole en polystyrène, ça va faire des millions, et je parle en centaines de millions, parce qu'en fait, un bâtiment en polystyrène, il est isolé en plancher, en plafond, en mur, et ça fait des millions de mètres cubes qui sont à 95% non recyclables et qui finissent dans la mer en déchets plastiques. Et donc à la France Insoumise, on est sur une autre réflexion, et il y a plein d'autres systèmes d'isolation en fibre végétale, et il y a plein d'autres systèmes d'isolation qui existent. Et tout à l'heure, on a parlé de 25% des gaz à effet de serre qui sont liés au chauffage. Et pour moi, c'est quelque chose qui me touche extrêmement fort. Aujourd'hui, il y a des bureaux d'études à dire qu'il y a plein de gens qui n'arrivent pas à chauffer, qui disent que ça serait bien de ne plus jamais chauffer au-dessus de 17, pourquoi pas 16, empêcher les gens d'acheter un climatiseur, à dire que c'est la matrice productive du bâtiment, c'est les matériaux utilisés, c'est le système constructif qui est complètement à revoir à certains endroits, et c'est les gens qui vont payer ça, quoi. Moi, je voulais simplement dire que par rapport à ce qui a été dit, c'est le réel qui est le plus important. Il y a un logement incendié des Vosges, un logement social qui fait 8 étages et où les gens y payent 5 € par mois de chauffage. Il est construit en bois, en terre crue, en paille. Merci. Voilà, je finis pour simplement dire, oui, je disais, voilà, il y a 26% des gaz à effet de serre qui sont liés en fait à la vie du bâtiment, dont 60% c'est le chauffage, mais il y a aussi 14% des gaz à effet de serre qui ne sont pas les mêmes, qui sont liés à l'industrie du bâtiment, c'est-à-dire à la cuisson des matériaux. Et il y a des matériaux qui sont cuits, comme le ciment, le polystyrène et plein d'autres. Et il y a moyen de travailler avec des matériaux non cuits, comme la pierre, comme plein d'autres matériaux qui sont non cuits, comme le bois. Et il y a moyen d'avoir toute une réflexion, et je pense que c'est tous ces combats-là qu'il faut lier tous ensemble. Voilà, c'est tout. Et donc il y a un texte de loi qui va sortir au mois d'octobre, septembre-octobre, qui va lier tous les combats, évidemment, puisque c'est l'objectif à la France Insoumise. Merci Michel. Et donc juste sur justement l'aspect bois, terre, paille, sur changer le modèle constructif, on avait aussi proposé et incité au moment de la loi sur le climat, sur le recours à la commande publique pour favoriser le bois, terre, paille et justement après mettre en branle. Justement, le logement social, c'est un des gros leviers pour mettre en place des politiques publiques ambitieuses et après qu'il ait l'effet levier sur le reste de la société aussi. Voilà. Alors de façon complémentaire à ce que vous avez dit,
Alors c'est vrai que comme on doit tendre vers la neutralité carbone, je rappelle quand même que l'histoire de la préca et l'histoire de la rénovation énergétique, c'est quand même assez vertueux parce que ça nous fait des conforts des habitants supérieurs, donc tout le monde vit mieux, donc c'est quand même pas mal. Ça développe le pouvoir d'achat des habitants, ça leur fait des gains puisque les factures normalement sont allégées. Ça favorise l'économie locale, tu parlais d'économie circulaire un petit peu si j'ai bien compris. Pour la fabrique. Donc ça c'est intéressant parce que c'est les artisans, c'est peut-être aussi les briqueteries, je ne sais pas, des tas de choses qu'on peut faire au niveau local. Et évidemment l'environnement avec la neutralité carbone. Alors nous ce qu'on propose, une des propositions qu'on a, moi je ne suis pas la France Insoumise, mais enfin ça fait rien, ça rejoint quand même, c'est de dire qu'il faudrait tout simplement, à partir du moment où on dit au niveau national qu'il faut que tout le parc soit décarboné et qu'il y ait une neutralité carbone. Ça veut dire qu'on demande à tous les propriétaires occupants, les propriétaires bailleurs, le logement social, de faire des travaux parfois assez importants. Pour les gens qui ont des revenus autour des 3 premiers déciles, c'est-à-dire autour du seuil de pauvreté, 1040 par personne, 2200 pour un ménage avec 2 enfants, eh bien moi je pense qu'il faut demander la gratuité des travaux pour les 3 premiers déciles. La gratuité, c'est l'accompagnement et payer tous les travaux. Parce que je ne vois pas comment quelqu'un qui a 1 000 euros ou 1 500 euros peut faire 30 000 ou 40 000 euros de travaux. Je ne comprends pas. Donc là, ça me paraît assez évident. Ensuite, il faut embarquer tous les autres logements, c'est-à-dire 20 millions de logements, 25 millions de logements. Les 25 millions de logements, ça veut dire des aides d'État. Vous savez combien ça représente de faire ça chaque année? C'est 20 milliards de travaux. 20 milliards. On a calculé tout à l'heure avec vous, là, on a calculé, c'est à peu près 280 milliards de travaux qu'il faut effectuer d'ici 2050. C'est énorme. Hein. Et il faut aider. Pour aider, actuellement, l'État, c'est 3,4 milliards par an. Et avec les certificats d'économie d'énergie, c'est-à-dire les droits de polluer, c'est 2,5 milliards. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai 6 milliards à disposition pour faire les travaux au niveau public. Il faut, pour arriver à en faire 20 par an au total, qu'il y ait un effort de l'État qui passe de 3,4 milliards à 13 milliards. Ça, c'est les avis des experts, c'est les avis de la Convention citoyenne du climat et des experts. Alors moi, j'ai un peu arrondi, hein, mais c'est à peu près ça. Donc ça veut dire, 1, la gratuité pour les 3 premiers déciles, et ensuite un effort de l'État extrêmement important, beaucoup plus important, pour arriver aux objectifs qui sont fixés. Sinon, tout simplement, on n'y arrivera pas. Et pour moi, en l'état aujourd'hui, on n'y arrivera pas. Hein. Pour moi, c'est assez clair. Alors, en plus de ça, ce qui est intéressant peut-être au niveau économique, hein, c'est de calculer tous les coûts évités. Par exemple, si vous êtes dans un logement confortable, vous avez des économies qui sont faites par la Sécu de l'ordre de 700 millions, tout simplement, ça évite les pathologies, l'absentéisme au travail, etc. Donc il y a tout ce travail sur les coûts évités qui doit être fait et qui permet de prouver que ce ne sont pas des dépenses en l'air, mais des investissements. Et ça change tout, ça change la façon dont vous posez les problèmes. Voilà. Je crois que je vous avais tout dit, donc ça va être difficile, mais je partage ce que tu viens de dire sur la gratuité pour les ménages des 3 premiers déciles, puisque ils sont dans l'incapacité en réalité de financer ces travaux, et c'est ce que tu as dit, c'est qu'une fois de plus, on risque d'avoir une volonté politique et environnementale qui va fragiliser ceux qui souffrent le plus de ça, et on va encore accentuer les inégalités. Donc il faut encourager la gratuité. Et effectivement, les sommes, elles sont énormes, mais il faut aussi les mettre en perspective avec l'argent qu'on peut récupérer ailleurs. Quand tu évoquais les sommes, j'ai immédiatement pensé à toutes les études qui ont été menées sur l'évasion fiscale. On a quasiment 100 milliards par an qui échappent aux caisses de l'État. Donc on a les moyens de réinvestir cet argent-là dans différents secteurs pour mener une politique. Et il y a des outils, et c'est bien que tu aies parlé du permis de louer, parce que c'est un outil, à part les gens qui suivent les questions de logement, qui est aujourd'hui peu ou pas connu, et qui est un véritable outil politique de lutte contre la mise en location de logements indignes et insalubres, puisqu'il conditionne sa mise sur le marché à des critères extrêmement importants. Nous, à la CNL, on a demandé par exemple que la généralisation du permis de louer soit sur tout le territoire national, parce qu'aujourd'hui, c'est sur des lieux où c'est tendu, et c'est à la volonté du maire. Donc on a évidemment des municipalités, selon les couleurs politiques, qui ne jouent pas le jeu. Et pourtant, il y a quasiment 3 ans, on a eu le drame de la rue d'Aubagne à Marseille, et on a eu à l'époque un énorme débat national sur ça, et
On pensait qu'il allait avoir une prise de conscience en disant mais des gens sont morts parce que leurs logements sont pourris, c'est quand même incroyable en France dans cette période. Et pourtant on voit que peu de choses ont été faites ou quasiment pas. Et on a eu cet été quand même à Bordeaux avec moins de drames humains, mais on a eu en centre-ville de Bordeaux historique 2 logements, enfin 2 bâtiments entiers qui sont effondrés. Donc c'est dans le vieux Bordeaux, puisqu'on sait qu'il n'y avait pas eu de rénovation, ils étaient en attente de rénovation, mais ils sont tombés. Donc ça veut dire qu'il y a un véritable sujet. Et je termine, et c'est vraiment pour moi pas une marotte, mais si on veut engager une grande politique publique, elle sera celle qui prendra en compte tous les aspects. Celui de la construction, celui de la formation des artisans, celui aussi de la prise en compte des besoins des locataires, parce qu'il y aura une question de pouvoir d'achat, de développement des territoires avec l'économie locale qui sera revitalisée. Donc vous aurez peut-être plus de services publics qui vont venir en territoire. Donc c'est un véritable sujet qui transcende un différent nombre de causes qui sont très importantes pour nous. Et je me félicite qu'on ait un débat sur le logement, parce qu'on n'en a pas beaucoup en réalité. C'est un sujet qui est peu ou pas évoqué. Et je crois que plutôt que parler à longueur de journée de voitures qui brûlent ou de burkini dans les piscines, on serait plus intéressé à parler de véritables débats sur le logement, quoi. Merci. Et juste un dernier chiffre aussi pour illustrer, justement, nous, dans notre plan de rénovation énergétique, c'est 700 000 logements par an qu'on finance. Et là, pour l'instant, les objectifs, c'est 150 000 par an, si je ne dis pas de bêtises, et on ne les atteint pas du tout. Donc, du coup, c'est juste une petite illustration aussi qui parle bien pour les différences d'échelle et savoir de quoi on parle. Parce que souvent, là, en ce moment, quand on va parler de ces sujets-là, on a l'impression que tout l'argent et tout est fait pour que ce soit résolu. Enfin, on a pu constater que ce n'était pas forcément le cas. On va pouvoir passer aux questions de la salle. Je vais me déplacer. Enfin, si vous en avez. Hein. Hop. Alors... Oui, merci beaucoup. Déjà, merci beaucoup pour... Je me lève ? Ok, d'accord, ça marche. Déjà, merci beaucoup. C'était vraiment passionnant. Moi, j'avais une petite question sur les pistes de réflexion qu'on pourrait avoir pour essayer d'endiguer ce que j'appellerais en fait des conflits d'intérêts publics-privés qu'on pourrait avoir en fait dans ce domaine-là. Je vais prendre un exemple qui est très concret. Dans la ville d'où je viens, dans le 93, on a un maire adjoint qui s'avère être marchand de sommeil et a loué, et d'ailleurs loue toujours, un logement insalubre à une famille qui est gravement tombée malade, etc. Or, il s'avère que ce mec est également président de notre union départementale des centres d'action sociaux. Donc, il est couvert par le président de notre département, étant donné qu'il gère... donc voilà, il y a un conflit quand même manifeste à ce niveau-là. Président de notre département qui gère donc du coup Seine-Saint-Denis Habitat. Qu'est-ce qu'on fait derrière ? On interpelle le député de notre circo qui ne réagit pas. Or, il s'avère que ce mec, donc le député de notre circonscription, est également vice-président de la Fédération nationale des OPH et gère également l'aspect habitat de notre PT. Donc en fait, et puis je me rends compte en fait, donc du coup pour m'être renseigné, pour avoir parlé avec des gens sur le sujet, que c'est pas un cas isolé, qu'il existe aujourd'hui dans de nombreuses communes des personnes, donc très localement des adjoints ou même des maires qui derrière sont propriétaires, qui derrière louent leur logement à des gens et qui derrière, c'est insalubre, c'est dégueulasse. Et donc du coup, tout à l'heure on parlait de redonner le pouvoir aux communes, de redonner le pouvoir aux maires, aux préfets, mais si ces élus locaux-là ou ces pouvoirs comme ça sont également partie prenante du problème, je m'interroge sur quelles sont nos marges d'action en fait. Je prends plusieurs questions et puis après on y répond. Hop. Ouais. Donc pensez bien à vous lever. Je vais donner à la... Merci, bonjour. Merci à tous les participants. C'est vraiment très, très enrichissant comme débat. Je suis militante France Insoumise à Bordeaux. Alors déjà, je vais préciser sur les immeubles qui se sont effondrés. Il y a exactement 4 immeubles qui se sont effondrés. Voilà, je préfère le dire. Dans le centre historique de Bordeaux, dans le quartier Saint-Michel, plus précisément. En plus, je suis professionnelle aussi de la lutte contre l'habitat indigne et de la lutte contre la précarité énergétique. Je travaille dans le même domaine que Michel. Je voudrais apporter un témoignage sur la question du financement.
Ce qu'on constate en tant que professionnel, c'est vraiment le millefeuille financier qui est hyper complexe pour tout le monde, pour les propriétaires, pour les locataires, pour les copropriétés, pour tout le monde. Et le financement est très partagé entre l'État et les collectivités locales. Et l'État, ces dernières années, s'est désengagé de différentes manières, soit en allant sur la sphère privée, en se désengageant aussi sur certaines fondations, comme sur la Fondation Abbé Pierre, par exemple, mais aussi beaucoup sur les collectivités locales, en demandant aux métropoles, aux communautés de communes, aux mairies, de financer le logement et d'avoir des moyens internes, etc., des recrutements internes à la place des services de l'État. Les services de l'État se sont vidés en moyens humains. Et pour moi, ça fait partie des enjeux à intégrer dans une réflexion politique et un programme politique. La question des moyens humains avec, en plus, tout ce que vous avez dit, où je vous rejoins sur la question financière et les enjeux écologiques largement soulignés. Après, je terminerai juste ma question, c'est où est-ce qu'on peut mettre le curseur sur comment... Qui mettra les moyens? Est-ce qu'on se dit qu'on simplifie le système en disant qu'on demande à l'État de mettre le paquet financier et de reprendre la main, et au lieu de laisser les collectivités locales faire le boulot avec des risques de clientélisme qui existent aussi? Ça, c'est ma question. Enfin, moi, mon point de vue, je le défends localement en Nouvelle-Aquitaine, c'est qu'on arrive à simplifier le millefeuille et de mettre les moyens avec l'État au maximum. Bonjour, Jean-Luc, militant France Insoumise sur l'Hérault. Moi, je suis professionnel du bâtiment et c'est un projet qui est absolument génial pour tout le monde, hein, autant pour les usagers que pour les professionnels. La grosse problématique qu'on a aujourd'hui, c'est les marges des artisans dans le bâtiment se réduisent comme neige au soleil, mais ce n'est pas la crise climatique, hein, c'est principalement dû à la hausse extrême de toutes les matières premières qui viennent de l'autre bout du monde. Du coup, en tant qu'artisan, on se retrouve de plus en plus confronté à des marges hyper réduites, donc avec des niveaux de stabilité plutôt fragilisantes pour nos entreprises. On nous demande de nous former RGE plutôt que Cali, X, Énergie et autres, qui sont des coûts induits à l'entreprise, qui ne génèrent pas nécessairement des retours sur investissement rapide, puisque les dossiers de financement ou d'aide au financement pour nos clients sont hyper compliqués. Et on voit bien que c'est quelque chose de juteux, mais pas pour les artisans, puisque c'est Castorama, Leroy Merlin et autres qui capitalisent là-dessus en payant des jeunes stagiaires pour faire les plans de financement Rénov, Prime Rénov et autres pour les particuliers. Donc ils captent encore une fois l'argent public. Notre problème, c'est que là, on rentre dans un cadre hyper compliqué. Les artisans, c'est le premier circuit court. C'est nous qui sommes en contact en permanence avec les logements insalubres, quand on fait de la maintenance ou quand on vient pour faire un dépannage ou autre. On n'a aucun moyen pour pouvoir agir de ce côté-là. On a des marges qui se réduisent, on a des produits qui viennent de l'autre bout du monde et on n'a pas de solution locale pour pouvoir y répondre. On a des gens de plus en plus précaires qui ont de moins en moins la capacité de pouvoir payer les artisans convenablement. Et on essaye de donner une perspective de zéro coût, ou en tout cas de baisser les coûts, etc. Alors qu'on a, nous, des coûts de fabrication en local pour de la terre, du bois, etc., qui est absolument colossal, sachant qu'en plus, pour le bois, chez une aparté, pour un clin d'œil, ils sont en train de privatiser le bois, alors qu'on avait un Office national des forêts qui était formidable et qu'on avait vraiment une perspective de développement énorme. Donc, l'objet, ce n'est pas nécessairement toujours que de penser à l'utilisateur final ou au citoyen, mais les artisans sont des citoyens engagés tous les jours pour le bien-être de nos concitoyens, et on est, nous, confrontés à des situations économiques inextricables. Donc, les RGE, aujourd'hui, c'est 35 000 entreprises sur à peu près 2,5 millions. Donc, il faut aussi un très grand plan de formation et d'engagement auprès des artisans pour permettre aux artisans en local de recruter des jeunes en local, de les recruter avec un salaire décent pour leur donner envie de venir intégrer le bâtiment, de les former et de former l'intégralité des artisans aux nouvelles
aux nouvelles technologies, mais des technologies vertes, des technologies renouvelables, pour qu'on soit réellement productif et rentable, mais principalement pour le citoyen et pour la société. Donc c'est un vrai programme global, et dans le plan que vous allez peut-être proposer en octobre, quand tu parlais de réellement faire le tour avec les travailleurs détachés, etc., vraiment tout s'imbrique, mais c'est principalement les marges des entreprises locales qui génèrent de la TVA, de la consommation locale, des impôts locaux, qu'il faut impérativement rentrer dans ce détail-là. Et c'est par les artisans qu'on va pouvoir, entre guillemets, récupérer aussi une partie d'un électorat qui, aujourd'hui, s'en va ailleurs, quoi, mais pas du bon côté. Merci, bonjour. Alors, je me trouve un peu du même côté que monsieur. Moi, je suis militante insoumise et je suis commerciale dans une société qui vend un logiciel pour les constructeurs de maisons, la réno, etc. Et quand je discute avec les potentiels clients ou les clients, ils me disent qu'aujourd'hui, le problème, c'est pas de signer des contrats, de construire de trouver des clients. C'est de trouver de la main-d'œuvre et du matériel. Donc, moi, la question que je me pose, alors il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites et qui sont vraiment intéressantes, et je trouve que ce que Michel, c'est ça, Michel, a dit, c'est intéressant parce qu'il faut avoir vraiment une vision globale. On ne peut pas avoir juste de bonnes intentions et de dire on va mettre des sous sur la table. Les sous, on en fait quoi? Où est-ce qu'on va chercher le matériel? Les États-Unis, qui faisaient quasiment pas de réno, cette année, ils sont passés à 50% de réno par rapport à la construction neuve, ce qui est complètement inédit. Les États-Unis, la Chine se fournissent les premiers en bois, et nous, on leur vend notre bois alors qu'on en a besoin ici, on est servi les derniers. Donc il y a vraiment un problème très très large, et moi je trouve qu'avoir de bonnes intentions, c'est très bien, mais il faut aller beaucoup plus loin que ça. Et puis il y a la notion en effet de recyclage. Les filières de recyclage dans le bâtiment aujourd'hui sont pas... il y a des initiatives, mais ce n'est pas non plus quelque chose qui est vraiment encouragé. Et je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire à ce niveau-là. Donc comment on fait concrètement dans l'année ou les 2 années qui viennent, parce que tous les indicateurs montrent que les prix ne vont pas redescendre, le matériel ne va pas être disponible pour nous, en tout cas en France, avant au moins 2 ans, et tous les artisans sont surbookés. Tous les chantiers sont mis en stand-by. Les constructeurs de maisons, ils ont déjà le carnet de commandes qui est plein pour l'année prochaine. Donc comment on fait concrètement ? Je le repasse après. Merci. Moi, j'avais une question sur l'effet rebond, c'est-à-dire si on a peut-être pas les plus précaires, mais en tout cas des personnes qui se chauffent mal, mais qui dépensent un certain montant pour leur chauffage, qui est la partie limitante, et qu'en fait on leur rénove leur logement, et que du coup ils vont être mieux dans leur logement, mais ils vont dépenser toujours la même chose en termes de budget, parce que ils peuvent se permettre de payer ça, et du coup ils chauffent à 21 ou 22 au lieu de 16. Et j'aurais voulu savoir s'il y a des évaluations de cet effet rebond, et s'il y a des moyens de faire en sorte de le limiter au maximum. Voilà, merci. Bonjour. Moi, je me pose la question, vous parlez d'investissement public, des milliards et des milliards. Comment vous allez mettre dans votre bateau le privé, les investisseurs, les gens qui ont investi dans un logement, qui préfèrent pas louer parce que la rendite est suffisante? Comment vous voulez lutter contre ça? Et notamment, je peux vous parler, par rapport à ce que dit monsieur, je peux vous parler de mon cas personnel. J'ai rénové un studio et j'ai dit, est-ce que je peux avoir des aides, changer les fenêtres et isolation thermique? Alors le gars qui m'a fait les travaux, il a dit, oui, ça ne te coûte pas 15 000, ça te coûte 25 000 euros. Et en plus, toute la paperasse que tu as, laisse tomber, quoi. Donc on l'a fait à 15 000. Hein. C'est logique. Donc
c'est très facile de parler, on va faire ça, on va faire ça. Si vous ne mettez pas dans votre bateau aussi les gens privés qui ont un vrai intérêt à le faire, vous allez avoir une résistance active de ces gens-là. Je me dis qu'on va commencer une série de réponses et puis après, j'ai vu le premier rang a beaucoup levé la main, donc voilà, je vous laisse... Je vais peut-être pas répondre à toutes les questions, non. En tout cas, pour la première question là, sur les élus, effectivement, je rappelle quand même qu'il y a eu la rue d'Aubagne, cher monsieur, à Marseille, et qu'il y avait certains élus de la mairie ancienne, pour le coup, qui étaient propriétaires de logements. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? D'abord, c'est c'est Solia qui s'occupe effectivement du relogement de toutes ces personnes, mais du coup, il y a eu tous les ménages qui ont constaté des fissures dans le logement. Et aujourd'hui, on a relogé plus de 1500 personnes. C'est-à-dire que la rue d'Aubagne, c'était 2 immeubles. Et on a relogé de 1500 personnes. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui se sont inquiétés tout d'un coup de l'état de leur logement. Et il y a quand même des moyens d'action. Alors les moyens d'action, je comprends que c'est compliqué, hein, mais tout de même, ce que je disais tout à l'heure, il y a les CAF, hein, ça peut être signalé, parce que j'imagine que ce sont des ménages qui ont l'APL, donc ils peuvent signaler et dire que le logement n'est pas décent. Et à ce moment-là, c'est ce que tu disais tout à l'heure, il y a une consignation de l'APL. Et c'est nous, en général, qui allons dans le logement, constater l'indécence, on fait le dossier, et tant que le propriétaire bailleur n'a pas fait les travaux, il ne touche plus l'APL. Et il a 18 mois pour faire les travaux. Au bout de 18 mois, il doit reloger les ménages. Il y a aussi des associations, enfin en 93, en 9-3, il y a beaucoup d'associations qui s'occupent quand même des locataires. Il y a quand même pas mal de choses. Il y a la FAP aussi qui s'en occupe. Nous aussi, on est implantés dans le 93. Alors je sais que c'est un des départements où il y a le plus de logements d'habitants indignes. Alors quand c'est les élus, bon, ça craint quand même un tout petit peu. Et quand c'est des politiques à la tête d'office, HLM, c'est carrément, je sais pas, c'est un peu problématique. Hein, il faut faire quelque chose. Hein. Il faut agir. Pour le... Hein ça, je ne sais pas, peut-être. Hein, ça, c'est les politiques. Le millefeuille financier... Alors moi, je ne partage pas tout à fait ce point de vue. Hein. Je comprends bien ce que vous dites, mais ça, c'est un délire de l'État de vouloir qu'il y ait un seul programme, un seul type d'aide. Sauf que les collectivités locales, et peut-être vous aussi élus, en tout cas les Verts, adorent mettre en place des aides. Et les aides locales, si vous voulez, l'intérêt, c'est qu'elles s'adaptent au bâti local. Elles sont des fois un peu particulières. Alors c'est un peu biscornu de temps en temps, c'est très compliqué, mais justement, il y a des associations comme nous, on fait des ensembliers. C'est-à-dire que nous, on a des logiciels qui permettent tout simplement de calculer le global, de tout intégrer et de ressortir les choses pour que vous puissiez regarder ce que ça donne. Je ne crois pas que ce soit aux particuliers d'essayer de comprendre effectivement cette immense pagaille, mais cette immense pagaille, elle permet d'avoir plus de sous aussi pour nos projets. Voilà, c'est un peu, ouais, j'entends ce que vous dites, mais bon, nous, c'est notre quotidien de faire ça. Hein. Voilà, mais ça, je n'ai pas bien d'autres réponses là-dessus. Par contre, c'est vrai que l'État doit mettre le paquet, et c'est quand même le principal financeur, puisque c'est dans son domaine de compétences. Le logement, c'est une compétence de l'État. Donc c'est à lui de faire. Mais que les collectivités locales fassent des choses, c'est quand même sympa, quoi. Voilà, mais bon, ça complique un peu les choses. Je ne vais pas répondre à tout. Pour les RO, les artisans du bâtiment, bon, on en a besoin, hein, des artisans, puis de plus en plus. Hein. Alors, on est d'accord, il faut les former à fond. RGE, je ne suis pas sûr d'ailleurs que la formation soit suffisante. Mais ça, vous le savez mieux que moi. Je ne vais pas le développer. En plus, on a beaucoup d'artisans aujourd'hui qui sont en train de partir à la retraite. Il y a un vrai problème de formation des artisans. Et aujourd'hui, on a beaucoup de gens de détachés, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, qui sont sur le territoire. Donc il y a peut-être une opération à faire pour trouver des artisans, des professionnels du bâtiment, former tous les jeunes, ceux qui sont au chômage. Il y a vraiment du job. Et vraiment, il y a quelque chose de très intéressant parce que c'est un métier d'avenir. Ce n'est pas un métier du passé, c'est un métier d'avenir. Oui, oui, mais de plus en plus pour le coup. Hein. Ouais, ouais. Pour tous les matériels, ça c'est peut-être Michel qui répondra parce que je crois que tu es beaucoup plus qualifié. Une question là sur les problèmes de maîtrise, de maître d'œuvre, de matériel, tout ça, je crois qu'il est beaucoup plus qualifié que moi. Pour ensuite
Je fais, ouais, pour c'est vous là sur les. Alors vous avez raison, hein, c'est pas parce en améliorant un logement que ça va, parce que c'est vrai qu'après il faut passer chez le logement, enfin il faut passer chez le ménage pour voir si en post-consommation il utilise bien les équipements, comment ça fonctionne. Donc il faut un suivi des consommations, ce qui va se faire de plus en plus, c'est-à-dire j'améliore, mais après je suis et les bons gestes, ça s'appelle les éco-gestes pour savoir si la personne pratique les bons éco-gestes et ça va être complètement intégré dans l'accompagnement des ménages. Ensuite, pour les logements vides, vous me disiez tout à l'heure, eh bien, tout simplement, il faut mettre en place la taxe sur le logement vacant. Il faut mettre une grosse taxe pour les logements vacants. Parce que ceux qui laissent les logements vides, c'est quand même assez scandaleux. Et moi, j'en ai dans mon immeuble à Paris 9e. Donc, je trouve ça scandaleux. Merci. Effectivement, je pense qu'une des réponses, c'est la taxe. Parce que quand on s'attaque au portefeuille, on voit que les choses changent et assez rapidement. Sur la question vous avez évoqué sur la question des effets rebonds, il y a une véritable formation après à mener à destination des habitantes et des habitants. Et c'est aussi ce que fait la CNL, parce qu'on a aussi un agrément d'État qui est d'éducation populaire. Donc on tient dans des villes ou dans des communes avec lesquelles on travaille des sessions de formation entre guillemets sur les éco-gestes, sur comment utiliser son chauffage, et sur des aspects très concrets de la vie quotidienne pour une fois que c'est rénové, pour apprendre les habitantes et les habitants à utiliser correctement les nouveaux dispositifs, parce qu'il n'est évidemment pas question de rénover pour avoir des gens après qui chauffent à 25 ou 26, même si je pense que très majoritairement les gens d'eux-mêmes ont quand même un comportement qui est très responsable et il ne faut pas laisser croire que les comportements individuels sont responsables de ce qui se passe aujourd'hui. La majorité des gens ont bien conscience de la réalité de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Sur la question des conflits d'intérêts, oui, c'est évidemment une véritable problématique. Et la réponse, on l'a pas. Moi, je l'ai pas personnellement, mais sur la situation que tu évoques, en tout cas, là, il faut organiser une bataille citoyenne et il faut appeler la presse. Voilà, il y a différents leviers. Moi, je suis très preneur de savoir de qui il s'agit et de voir ce qu'on peut faire. Hein. J'ai pas de souci avec ça. Mais tout à l'heure, on parlait de 6e République ou de révocation. Moi, il faudra inscrire dans des textes de loi que les élus soient irréprochables et qu'il y ait certaines garde-fous. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas continuer à avoir des gens qui sont à la tête d'office ou qui sont à la tête de collectivités, qui parlent à longueur de journée de logement décent et qui louent des saloperies, si vous me permettez le mot, à des habitantes et des habitants. Donc ça, c'est une véritable... Mais c'est pas propre au logement, c'est aussi ça malheureusement. Il y avait une question sur le financement entre collectivités et État. Vous avez raison, moi je partage ce que vous dites, c'est que le financement il doit être majoritairement à la charge de l'État. Parce que si on parle de services publics, c'est l'État, il y a une question de péréquation et de financement au niveau national pour éviter qu'il y ait des inégalités et que des collectivités à qui on demande aujourd'hui de participer au financement du logement, au financement aux régions pour le transport, et j'en passe, et à côté de ça on réduit les dotations à longueur d'année, donc on demande plus avec moins. Évidemment, ça ne peut pas marcher et l'État il a tendance à se désengager et à renvoyer la patate chaude aux autres et ça c'est pas une bonne solution. Effectivement, les collectivités elles peuvent participer à une part qu'il faudra définir, y compris sur des projets de territoire. Mais je crois que la part de financement la plus importante, elle doit revenir du national. C'est aussi pour ça qu'on se mobilise à la CNL depuis des années, pour que l'aide à la pierre, qui était un des leviers pour construire des logements sociaux, soit remis en place, puisque ça ne permet pas aujourd'hui de construire. Vous avez parlé de la rénovation. Nous, par exemple, la CNL, on pense que pour résoudre la crise du logement, et je parle là de l'accès au logement, il faut construire 250 000 logements sociaux par an sur la durée d'un quinquennat. Donc voilà où on en est aujourd'hui. Et je termine sur le rôle des artisans. Effectivement, on en a aujourd'hui besoin et ça pose énormément de questions et de sujets politiques. C'est pour ça qu'il faut un projet global, et vous avez raison de le souligner, de réindustrialisation, de formation, de lutte contre les travailleurs détachés. Donc de quelle vision de l'Europe aussi? Il y a aussi ça derrière. Donc tous ces sujets sont posés. Et si on veut avoir une politique publique du logement, effectivement, elle ne se résout pas à dire on va donner des millions d'euros pour faire du service public du logement. C'est comment on construit tout ça, comment on parle de service public de l'énergie, comment on parle de service public de l'électricité. Tous ces sujets-là, ils sont imbriqués dans la politique publique du logement. Et c'est un véritable sujet qui est très important, ambitieux, mais je vois qu'aujourd'hui, il y a plein de propositions, donc c'est hyper intéressant. Alors, du coup, oui, j'irai faire le tour après, mais je réponds aussi.
Je réponds aussi justement sur la partie France Insoumise dans le programme. Juste pour revenir, c'est effectivement un plan de relance global. Hein. C'est comme ce que disait Michel, c'est pas un petit bout. Là, on est bien conscient que c'est un truc qui fonctionne ensemble. Ça part aussi de toute la filière de construction, de réhabilitation. On pense aussi aux architectes, tous les maîtres d'œuvre, les accompagnants aussi, qui est vraiment une vraie cohérence et qui est un projet complet. Donc c'est aussi effectivement définir ce qu'on entend par une rénovation performante. Qu'est-ce qui marche quand tout à l'heure je parlais de performance réelle, pas de performance théorique, c'est tous ces enjeux-là qui sont dedans. Donc c'est un plan, il y a plusieurs... Et dans ce plan-là aussi, c'est prendre évidemment en compte la propriété privée. La France est un pays de propriétaires, contrairement à l'Allemagne où il y a beaucoup plus de locataires. Et donc du coup, c'est aussi pour ça qu'ils arrivent plus facilement à faire du collectif, puisqu'ils sont beaucoup plus tous locataires. Du coup, le fait d'être propriétaire, ça isole aussi des autres. Donc c'est aussi dans le plan de relance, c'est évidemment prendre en compte les propriétaires privés et d'abord quand même les propriétaires privés les plus démunis. Donc quand tout à l'heure on parlait du fait que le zéro reste à charge, effectivement c'est pour les propriétaires les plus démunis, mais après nous ce qu'on a proposé aussi c'était un pourcentage limité, avec un barème progressif en fait d'application où il reste petit à petit du reste à charge et trouver des techniques aussi pour ça. Une autre solution aussi pour justement générer des filières, j'en parlais brièvement tout à l'heure, mais vraiment générer des filières et justement vertueuses aussi politiquement, c'est vraiment favoriser une commande publique vertueuse. Donc ça veut dire qu'effectivement les acheteurs publics, que ce soit les bailleurs sociaux, mais aussi les collectivités locales, justement développent non seulement le bois terre-paille, parce qu'elles vont pouvoir passer par de la maîtrise d'œuvre, des plus qualifiés, se former ensemble, en plus sur sans doute des leviers d'échelle qui sont, par exemple, sur un bâtiment collectif, voilà, commencer sur ces choses-là, et puis après décliner, et donc ce qui favorise les coûts, mais qui favorise aussi la sécurité de la commande pour les artisans, c'est aussi les approvisionnements, c'est le fait de passer par la commande publique, ça a beaucoup de vertus, et notamment aussi de vérifier qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts, qu'on achète bien et qu'on dépense bien les données publiques, et que ce ne soit pas fait à la tête du client et tout ça. C'est aussi, c'est pas juste la libre concurrence, les marchés publics, c'est aussi le gros levier pour vérifier s'il y a des conflits d'intérêts, qu'on dépense bien le bon argent au bon endroit et de la bonne façon. Et ça, c'est une responsabilité du politique quand il passe son achat. Voilà. Donc c'était un peu pour répondre, je crois que j'ai à peu près... et effectivement aussi, complètement d'accord, ça doit être un plan de relance national, hein, avec justement les investissements nationaux. Sinon, effectivement, les leviers... une collectivité, elle n'aura pas le levier suffisant. Après, elle va intervenir, elle va pouvoir maîtriser quand même son aménagement du territoire et les spécificités de son territoire. On parlait des territoires d'outre-mer tout à l'heure, que c'était extrêmement spécifique, non seulement sur les économies d'énergie et tout ça. Et voilà. Et après, sur les effets d'aubaine, le fait de pouvoir chauffer à peu près à 23 degrés de temps en temps, et si son logement le permet, normalement, ça n'arrive pas quand il y a une bonne rénovation énergétique qui a été faite, parce que souvent, on chauffe très fort, parce que en fait, il y a l'effet paroi froide. Je ne sais pas si vous connaissez ce truc. C'est qu'en fait, j'ai une paroi froide, je suis mal isolée, et donc en fait, vous pourrez chauffer à 30, à 35, à 40 degrés, vous aurez toujours froid. Alors que si vous avez travaillé sur l'enveloppe, normalement, vous êtes plutôt confort. Et après, moi, franchement, si quelques locataires défendent un peu plus parce qu'ils ont envie de... tant mieux pour eux, en fait. Voilà, c'est quand même... justement, qu'ils aient ce confort-là. Voilà. Mais par contre, effectivement, il y a tout à l'heure aussi, je parlais quand même... Un des trucs, un des piliers majeurs de la rénovation énergétique, c'est l'usage. C'est travailler avec les usagers. Et donc, c'est quand on fait une rénovation énergétique, on commence par faire un diagnostic. Comment le bâtiment vit, par exemple. Qui habite dedans? Comment il est occupé? Comment on va se projeter aussi sur les années à venir? Comment il va vivre dans les années à venir? Par exemple, quand on travaille dans le logement social, on va se dire il y a une tendance à la suroccupation. Donc, comment je gère ça? Parce qu'un habitat suroccupé, ça ne vit pas pareil. Ça ne se ventile pas pareil. Et donc, du coup, il y a tout ce sujet de concertation, mais une vraie concertation. Et après, quand le bâtiment se construit ou se rénove, c'est ces échanges aussi qu'on a avec les gens. Et effectivement, c'est ce que disait Michel tout à l'heure, c'est aussi après, voir comment ça vit, est-ce que ça marche, est-ce qu'on atteint... est-ce que ça marche, quoi? Et est-ce qu'on a bien dépensé l'argent? Et ça, finalement, c'est aussi un truc de la commande publique.
donne à Michel parce que comme ça, il peut donner aussi sa réponse sur les matériaux. Bon, je vais mélanger ma question avec la réponse sur les matériaux en 2 mots. Vous avez tous été embêtés par qu'est-ce que vous pensez de l'isolation à 1 euro et jusqu'à n'importe quelle heure du jour et de la nuit pour vous parler de l'isolation à 1 euro. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est les propriétaires des matériaux et les personnes qui gèrent tout qu'il faut changer. C'est-à-dire, en gros, c'est des multinationales qui ont géré toute la réflexion sur l'isolation à 1 euro. C'est des multinationales qui, aujourd'hui, vous font penser qu'il y a un effet rebond. Parce que moi, je veux insister, l'effet rebond, moi, je l'appelle aussi Isolgate. Il y a des gens qui ont menti. Alors, il y a aussi un petit effet rebond, mais il y a surtout des gens qui ont menti sur les effets de leurs produits par rapport à la question de l'isolation. Vous savez, quand on parle de certains matériaux, directement, quand ils sont partis et quand ils appartiennent aux agriculteurs, on leur retire 15% d'isolation parce que ce ne sont pas des bâtiments industriels qui appartiennent à des multinationales. Et moi, ce que je veux vous dire, c'est comment on arrive à se réapproprier notre logement. Comment c'est notre logement. Comment on met les locataires dans la boucle. Comment on met les industriels et les petits artisans et les artisans dans la boucle. Comment on met les personnes qui pensent à notre planète dans la boucle. Et comment on intéresse tout le monde par rapport à notre projet de logement plutôt que toujours à ces gens qui usurpent tout et qui nous vendent tout du matin au soir. Alors, est-ce que vous pouvez relever la main? Donc, du coup, je vais passer à une dame. J'alterne. Je vais alterner homme-femme et... Bonjour tout le monde. En fait, je voudrais rebondir sur l'histoire de l'isolation à 1 euro. Alors moi, j'ai de la chance, j'étais propriétaire. Je suis une nantie, en fait. Sauf que ma maison, elle était à refaire. Donc, on a retapé comme on a pu. Mais avec les années, l'isolation a commencé à... Il y avait des rats. J'habitais à côté d'une ferme, donc il y avait des rats qui bouffaient tout. J'ai été harcelée au téléphone par l'isolation à 1 euro. Au moment de la campagne présidentielle, d'ailleurs, je militais, bon, bref, et sans arrêt, le téléphone sonnait. Donc on m'a dit, on m'a fait miroiter monts et merveilles, et puis bon, j'ai dit ok, d'accord. Je leur ai dit, mais non, moi de toute façon, je suis en sous-pente, donc ça marche pas, parce qu'en fait, à la base, c'était mettre du soufflant, de la saleté, quoi, dans des combles, hein. Donc moi j'ai dit non, c'est en sous-pente, et on a fini par me dire mais si, en plus après vous allez bénéficier d'un plan, vous aurez le chauffage, les portes, les fenêtres, les années suivantes, ça va être formidable. Donc j'ai dit ok, ça, donc j'ai eu affaire à une entreprise malsaine qui est venue, des gens délocalisés, je suis désolée, hein, c'était pas des artisans de France, hein, ils comprenaient que dalle. On a démonté notre vieille isolation, on s'est retrouvé avec un encombrement phénoménal. J'ai vécu comme ça pendant 5 ans. J'ai fini par vendre la maison parce qu'en fait, le truc qu'ils avaient mis, c'était en sous-pente avec des roues plastiques, hein, du truc d'isolant qui se met au sol normalement. Hein. Donc avec la chaleur et le bois qui travaille dans le plastique, évidemment, tout est tombé. Je me suis retrouvée, j'avais plus de chambre, tout était en bas. Au final, j'ai vendu la maison pour 25 000 € avec le terrain. Voilà. J'ai fini de rembourser le crédit, il me restait 1 an à payer, mais j'en pouvais plus. Psychologiquement, j'en pouvais plus. J'inhalais sans cesse, c'est-à-dire que je dormais dans la laine de verre. Donc ma santé, elle est compromise nettement. Donc le Covid, je m'en fiche un peu, hein, faut le dire. Voilà, je voulais témoigner parce que c'est très douloureux, voilà. Donc il me reste rien et aujourd'hui je suis locataire dans un truc privé, donc parce que en fait je suis à 10 € près pour toucher quoi que ce soit et pour avoir droit à quoi que ce soit. Et je ne pouvais pas rénover avec des entrepreneurs, mon toit s'effondrait. À ce moment-là j'ai fait le tour du village, j'habitais dans un village, et j'ai recommencé à regarder les bâtis. Effectivement, les bâtis de France sont en train de s'effondrer un peu partout. Parce que j'en ai pris conscience par rapport à ma maison, à ce qui m'arrivait. Alors forcément quand quelque chose nous arrive, on a tendance à regarder autour ce qui se passe. Et on voit que toutes les maisons alentours, c'est pareil. C'est-à-dire que toutes les maisons, c'est des vieilles personnes et ils laissent tout partir. Voilà. Claude, multi-militant associatif
et mono-militant à la France Insoumise. Je voudrais d'abord remercier tout le monde, pour toutes les interventions, parce que les uns sont plus riches que les autres. Et je voudrais tout de même poser une question taboue dans ce thème-là. Et je m'adresse particulièrement à Michel, parce qu'on est très proches, voilà. On a parlé avant du logement qu'il faut viser, bien sûr, le logement décarboné. On nous vend, à force de millions, tous les jours, que l'électricité nucléaire est décarbonée. Quid? Est-ce qu'au niveau de la production, donc du chauffage, le nucléaire rentre dans cet ensemble, c'est-à-dire le chauffage électrique? Même si, j'interviens souvent dans ce genre de choses, même si on me dit, oui, mais attends, les appareils chauffage électrique ont progressé depuis les années 80, etc., ce qui est vrai, je ne le nie pas, bravo à cette technologie, mais, excusez-moi, il y a toujours le principe de Carnot, d'accord? Donc, aucun rendement, je suis désolé, et donc la question se pose, comment est-ce que nous nous situons, quand je dis nous, ce n'est pas juste la France Insoumise, par rapport à ce type de rénovation qui introduit le chauffage électrique encore d'une façon plus forte qu'il n'y est actuellement. Alors je voudrais juste donner une solution, une mini-solution, parce que ça fait partie d'un tout, bien sûr. L'équipement en cogénération aux Pays-Bas, privé, public, industrie tertiaire, est de 82%. En France, il est de, le contraire, 17%. Alors, est-ce que vous pouvez lever la main que je regarde? Donc, madame, monsieur et monsieur. Je fais dans cet ordre-là, comme ça fait... Et après, on pourra répondre... Bonjour, militante de la France Insoumise de la Drôme. Bien sûr, oui, pardon. Ouf. Oups, c'est pas grave, je récupérerai après. Je suis habituée au Mistral. Oui, non, moi, en effet, je suis arrivée en cours de route. Je suis désolée, il y a peut-être des choses. J'ai la chance non plus de pas du tout être une précaire et d'avoir une maison en pierre, en briques, en tout ce que vous voulez. Et j'ai essayé de me poser la question un peu tardivement parce qu'on avait fait plusieurs étapes déjà de rénovation de ce que je pouvais faire pour améliorer, pour diminuer mon empreinte carbone. Et voilà. Et là, je me suis heurtée à savoir où chercher le renseignement. Parce qu'autant je crois que quand on demande des aides publiques, on a des pistes peut-être qui sont plus faciles. Moi, je ne comptais pas demander des aides. Si j'en ai, tant mieux, mais ce n'est pas mon but, c'était d'essayer de diminuer. Et là, je me suis retrouvée à une espèce de... Je ne savais pas, quoi. Et puis quand j'ai réussi à avoir un petit peu de pistes, je me suis aperçue qu'on m'en donnait plusieurs. Vous pouvez faire ci, vous pouvez faire ça, vous pouvez faire tout le tour de votre maison. Alors là, quand même, le coût, ça dépassait complètement mes possibilités. Voilà. Et je voudrais savoir comment faire, quoi faire. Par exemple, là, je suis en train de me dire, je vais changer ma comment on appelle ça, ma chaudière à fioul. Est-ce que je dois prendre du pellet? Est-ce que je dois prendre une pompe, excusez-moi, une pompe à chaleur, etc. Bon, j'ai déjà un poêle, hein, mais je suis perdue. Comment faire? Voilà, c'est tout, c'est ça. Merci. Il y avait l'un de vous, je ne sais plus si c'est Michel, si c'est Thomas, qui a parlé qu'il faudrait avoir des normes spécifiques. Je ne sais pas quel est celui qui avait dit ça. Il faut pour le bois, en tout cas, des normes spécifiques. Parce que l'isolation par le bois est vraiment peu chère. Il y a beaucoup d'isolants par le bois, de la laine ça n'a rien à voir avec les isolants à base de laine de verre ou de boulettes de verre. Et même argile, paille, fibre, l'argile, c'est pas facile. Il ne faut pas non plus... Le bois, la France est couverte de bois. Hein. C'est l'un des pays les plus boisés. Et les meilleurs isolants sont à base de bois.
c'est la fibre de bois, la laine de bois, en rouleau ou en plaque. C'est le liège, quand on a un mur humide. Enfin, il y a des fonctionnalités de chaque isolant de bois qui permettent, quelle que soit la configuration de la maison et en fonction de son isolation et de la manière dont c'est fait, on a un niveau d'isolation absolument parfait qui permet d'avoir pour tout le monde entre, si on le veut, 21-22 degrés. Voilà. Et de ce point de vue-là, il y a en plus l'opportunité de créer énormément d'emplois. Mais là, c'est un sujet beaucoup plus long que je ne veux pas aborder maintenant. Mais j'en parlerai, j'aimerais pouvoir en parler avec la responsable LFI de ça, mais tranquillement, parce que tout est prévu. Et c'est faisable dès maintenant. Donc, il faut chaque chose en son temps. Mais ça ne veut pas dire que ce sera fait. Pour avoir des professionnels, il faut au moins 2 ans. Voilà. Ouais. Bonjour Raphaël, architecte militant du bois terre-paille et revue Topophile. Bon, du coup, je ne vais pas parler de matériaux pour une fois, à part le fait que l'affaire sur le bois est quand même très intéressante, mais je ne sais pas si c'est si intéressant qu'on en parle maintenant, de la raison pour laquelle on n'utilise pas le bois français en France, qui est comme caractéristique et symptomatique et révélatrice du mode de fonctionnement de nos industries, raison pour laquelle les travaux du bâtiment sur le logement sont au cœur de la planification écologique. Non, je voulais attirer l'attention sur le fait qu'un aspect auquel on ne pense pas souvent, qui fait son chemin parmi les architectes, dans un projet de rénovation, c'est que les travaux en soi sont une sacrée pression psychologique permanente pour les occupants. Alors, quand les travaux sont réalisés en situation occupée, donc quand les locataires ou les habitants restent sur place, mais aussi quand ils doivent être relogés, et encore pire, quand on recourt à ce qui est une forme d'hérésie, de destruction de barres d'immeubles, où on détruit certes le bâtiment parce qu'il n'est plus rénovable, plus rentable, admettons, mais on détruit aussi des vies. Et ce que les gens, ces bâtiments, notre maison incarne nos vies, elle héberge nos rêves, nos souvenirs, elle héberge tout ce qu'on y a vécu. Et c'est quelque chose auquel on ne pense pas assez souvent, je pense, quand on pense qu'en chiffres, qu'en nécessité de rénover. Et donc à ce propos, encore un aspect qui est particulièrement important et qui a été régulièrement qui a été particulièrement révélé par les travaux, notamment des bureaux d'études d'Oremi ou Enertech, récemment sur commande de l'ADEME, c'est à quel point les travaux de rénovation partielle, donc si on rénove, mettons, la première année, on fait une isolation thermique par extérieur, la deuxième année, on s'occupe des combles, la troisième, on va faire les menuiseries. Bon. Le problème, c'est qu'entre-temps, si on transforme sa maison en passoire thermique et qu'ensuite seulement on installe une ventilation plusieurs années plus tard, entre-temps, les moisissures apparaissent. En passoire, pardon, lapsus. En bâtiment étanche. Et les moisissures apparaissent et tout d'un coup, évidemment, toute la confiance dans ce que peut apporter la rénovation disparaît. Merci pour l'intervention, d'ailleurs, ça crève le cœur qu'on en arrive là. C'est à ce propos. Ouais. Oui, alors, et puis il faut distinguer. Ouais, pardon. Une dernière chose, anecdote, un centre de formation en Ile-de-France récemment expliqué lors d'une visite d'un bâtiment que dans la prochaine décennie, la moitié des ouvriers du bâtiment aujourd'hui partiront à la retraite. Et donc là, on a un vrai problème. Comment est-ce que dans une décennie, on va pouvoir construire si on n'a plus que la moitié des ouvriers et que personne ne se forme actuellement? Et donc, du coup, on va répondre rapidement, mais c'est surtout on conclut, en fait, en même temps. Je vais vous demander. Oui, moi, pour la question des arnaques, le 1 euro, c'est bien connu. Il y a des milliers de personnes qui ont été arnaquées. Il vaut mieux passer par des associations comme les nôtres ou par les espaces verts, ADEME, les espaces info-énergie. Vraiment, il faut d'abord faire ça. Mais il faut quand même... Vous pouvez vous renseigner tout de même. Pour le nucléaire, je suis absolument pas compétent, ça je ne peux pas répondre. Pour la personne de la Drôme tout à l'heure, alors là franchement c'est quand même assez facile, parce qu'il se trouve que notre organisme dans la Drôme fait ADIL, CAUE, il y a tous les organismes. C'est rue Faventine. Et il y a tout. Il y a tous les services possibles, donc normalement vous devez trouver les renseignements assez facilement. Et si vous ne les trouvez pas, vous m'appelez, chère madame. Je vous donnerai mon 06. Mais normalement, il n'y a pas de souci. Hein.
Pour le bois, pour la question du bois, c'est plutôt aux architectes effectivement de répondre, ou à Michel qui a disparu, qui n'est plus là, mais c'est plutôt à lui sur les matériaux de répondre. Et par rapport à ce que vous dites, c'est vrai, c'est très important. La maison, c'est quand même dépositaire de nos vies, donc c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. L'approche globale, c'est bien meilleur, mais c'est vrai que ça fait des changements très importants dans une maison qui peut donner lieu à des opérations tiroirs. Parce que quand on fait une grosse opération BBC, bien les gens, il faut qu'ils aillent ailleurs pendant un moment. Donc c'est vraiment un peu, ça peut être traumatisant. Je suis bien d'accord, mais là je vois pas tellement comment on peut faire autrement. Voilà, merci. Je vais faire très court parce que je pense qu'on est vraiment en retard. Effectivement, je partage ce que vous avez dit sur la question du traumatisme que peuvent produire des réhabilitations, puisque dans une vie antérieure, j'étais directeur de cabinet d'une mairie dans le Val-de-Marne, et quand on réhabilite avec des travaux très lourds, c'est hyper compliqué pour les locataires qui sont à l'intérieur, donc c'est quelque chose qu'il faudra prendre en compte. Juste sur le logement, je sors d'un débat juste avant où j'ai participé à un débat j'intervenais sur la question de l'eau. Je crois qu'au même titre que le logement, ce sont des biens communs, et c'est ça qui doit nous animer, c'est les sortir des logiques marchandes. Et on a toujours le slogan, il faut avoir un toit, mais c'est bien de rajouter qu'avoir un toit, ça suffit pas, il faut avoir un toit qui est décent. C'est aujourd'hui ça la priorité à mon avis. Et donc, je vais en profiter pour conclure aussi. Merci à tous. Sur le recours au tout électrique, effectivement, on a changé de paradigme quand on est passé avec la RT de 2020 qui revenait sur le recours à l'électrique, au tout électrique. Et donc, c'est ce que je disais aussi tout à l'heure, c'était quand on veut une bonne rénovation, il y a donc l'enveloppe, il y a le système de production, et c'est là où ça joue, qu'on choisit. Et donc, j'ai pas de réponse toute faite parce que je pense qu'elle n'existe pas, mais notamment le mix énergétique et tout ce qui est chauffage urbain, c'est une des façons de réfléchir à produire de l'énergie autrement, et en tout cas de la réguler. Enfin, c'est une des pistes en tout cas que je voyais. Et sinon, effectivement, pour conclure, c'est effectivement tout l'impact humain que ça a, la lutte contre la précarité énergétique. On en a parlé, et moi, la voie que je vois, effectivement, c'est la consultation, la démocratie citoyenne par rapport aux usages, parce que c'est de l'intime, le logement, et c'est aussi de réussir à faire de cet intime, à créer un collectif et à le rendre politique. Voilà. Merci.